Faire avaler le bouillon à Pita me demande une bonne heure d'encouragement, de supplication, de menaces et, oui, d'embrassades, mais finalement, gorgée après gorgée, il boit tout. Je le laisse alors s'enfoncer dans le sommeil et je mange à mon tour. Je m'empiffre de grousseling et de racines en regardant le rapport quotidien dans le ciel. Pas de nouveaux morts aujourd'hui. Pita et moi avons quand même dû offrir au public une journée assez intéressante. J'espère que les juges nous accorderont une bonne nuit de repos. Mais je suis fière de ton peuple, Kipa. Vive les pavés pendant la lecture, elle va te haïr. Bah, c'est plutôt les viewers de la vidéo qui vont haïr Kipa. Je cherche machinalement un arbre où me réfugier pour la nuit avant de réaliser que ça, c'est terminé. Pour l'instant, du moins. Je ne peux pas abandonner Pita seule dans cette grotte. J'ai laissé une foule de traces sur la berge à l'emplacement de sa dernière cachette. Comment aurais-je pu les effacer? Et nous n'en sommes qu'à une cinquantaine de mètres. J'enfile mes lunettes de nuit, je prépare mon arc et une flèche et je m'installe pour monter la garde. La température chute rapidement et je suis bientôt transie. Je finis par renoncer et par me glisser dans le sac de couchage auprès de Pita. Il y fait chaud et je me love tout contre lui avec reconnaissance jusqu'à ce que je réalise que s'il fait chaud, c'est que le sac conserve la chaleur de sa fièvre. Je lui touche le front. Je le trouve sec et brûlant. Je ne sais pas quoi faire. Le laisser dans le sac en espérant que la chaleur excessive fera tomber la fièvre? Le sortir au contraire afin de le rafraîchir? Hello au passage les viewers de la vidéo, prenez soin de vous. Petit message de Gui. Je finis par mouiller un morceau de bandage que je lui pose sur le front. Ce n'est pas grand-chose, mais je n'ose pas prendre de mesures plus radicales. Je passe la nuit, tantôt allongée, tantôt assise à côté de Pita, à mouiller régulièrement son bandage en m'efforçant de ne pas penser qu'en m'alliant avec lui, je me suis rendue beaucoup plus vulnérable. Clouée au sol, astreinte à monter la garde, à veiller sur un impotent. Mais je savais qu'il était blessé, et je me suis lancée à sa recherche malgré tout. Je n'ai plus qu'à espérer que l'instinct qui m'a poussée à le faire était le bon. Bravo le chômeur! Tu vas y arriver! Il est vrai, j'ai bien trop d'adversaires. Pourquoi tu dis ça, Anko? Merci, Babouche, pour le follow. Je l'ai pas dit parce que je sais pas pourquoi ça s'affiche pas dans mon mini-feed. C'est bizarre. Quand le ciel vire au rose, je remarque une pellicule de sueur sur les lèvres de Pita et je constate que sa fièvre a baissé. Pas complètement, mais tout de même. Hier soir, en ramassant des plantes grimpantes, je suis tombée sur un buisson de baies comme celle que Roux m'a montrée. Je sors en cueillir et je les écrase dans le pot de bouillon avec un peu d'eau froide. Ah d'accord, c'est une chanson. C'était un pari, Anko? Tu peux commencer à somnoler. C'est Hunger Game. Et les lasagnes étaient très bonnes, hein. Même avec les carottes. Ça donnait un tout petit goût de carotte un peu croquante. C'était super bon. Et les cookies aussi étaient super bons. À mon retour de la grotte, je trouve Pita en train d'essayer de se lever. Je me suis réveillée et tu n'étais plus là, m'explique-t-il. Je me suis fait du souci pour toi. Je ris en l'aidant à se rallonger. Toi? Tu te faisais du souci pour moi? Mais tu t'es regardé récemment? J'ai eu peur que Cato et Clove ne t'aient retrouvé. Ils aiment bien chasser de nuit, dit-il sans se départir de son sérieux. Clove? Qui c'est? Je retiens les carottes et les cookies, je savais qu'on pouvait faire confiance à Sangoku. Je vais pas trop parler, je vais somnoler un moment. Eh ben bonne nuit, Link, si tu t'endors. La fille du district 2, elle est toujours en vie, exact? Oui,
Il ne reste plus que nous, Trèche et la renarde. C'est comme ça que j'ai surnommé la fille du 5. Comment te sens-tu ? Mieux qu'hier. Je suis bien mieux ici que dans la boue. J'ai des habits propres, des médicaments, un sac de couchage. Et toi ? Oh, c'est vrai, notre belle histoire d'amour. Je lui caresse la joue, il me prend la main pour la porter à ses lèvres. Je me souviens d'avoir vu mon père faire exactement le même geste avec ma mère, et je me demande où Pita a appris ça. Sûrement pas auprès de son père et de sa ménagère d'épouse. Plus de baisers pour toi tant que tu n'as rien mangé, dis-je. Je le redresse contre la paroi de la grotte et il avale docilement la bouillie de baies que je lui glisse dans la bouche. Mais il refuse toujours de goûter le crousling. Tu n'as pas dormi, dit Pita. Je vais bien. À la vérité, je suis épuisée. Dors maintenant, ajoute-t-il. Je monterai la garde. Je te réveillerai s'il y a quoi que ce soit. J'hésite. Katniss, tu ne vas pas tenir comme ça indéfiniment. Il marque un point là. Tôt ou tard, il faudra bien que je dorme. Et mieux vaut sans doute le faire maintenant, alors que Pita semble relativement alerte et qu'il fait jour. D'accord, dis-je. Mais juste quelques heures. Après, tu me réveilles. Il fait trop chaud à présent pour que je me glisse dans le sac de couchage. Je l'étends sur le sol de la grotte et je m'allonge dessus, la main sur mon arc, au cas où. Pita est assis près de moi, sa jambe blessée tendue devant lui, le regard braqué sur le monde extérieur. Dors, me dit-il d'une voix douce. Il écarte quelques mèches sur mon front. Contrairement à nos baisers et à nos caresses factices, ce geste paraît naturel et réconfortant. Je n'ai pas envie qu'il s'arrête, et il ne le fait pas. Il continue à me caresser les cheveux quand le sommeil me rattrape. Trop longtemps, j'ai dormi trop longtemps. Je sais à l'instant où j'ouvre les yeux que nous sommes l'après-midi. Pita est toujours assis à côté de moi, dans la même position. Je me redresse un peu sur la défensive, mais reposée comme je ne l'ai jamais été depuis des jours. Pita, tu devais me réveiller après quelques heures, je lui reproche. Pour faire quoi ? Rien n'a bougé dehors. Et puis j'aime bien te regarder dormir. Tu ne fronces pas les sourcils. Ça te rend beaucoup plus jolie. Naturellement, cette remarque entraîne un froncement de sourcils qui le fait sourire. C'est là que je note à quel point ses lèvres sont sèches. Je lui touche la joue, brûlante. Il affirme avoir bu, mais les gourdes m'ont l'air aussi pleines. Je lui redonne 2 comprimés et le force à boire 1 litre d'eau, puis un deuxième. Je m'occupe ensuite de ses blessures mineures, les brûlures, les piqûres, qui montrent des signes d'amélioration. Enfin, je m'arme de courage et défais son bandage. Mon cœur se serre douloureusement. C'est pire, bien pire. On ne voit plus de pus, mais l'œdème a encore grossi et la peau, tendue, brillante, est enflammée. Je vois de petites ramifications rougeâtres remonter le long de sa cuisse. Un empoisonnement de sang. Si on ne fait rien, il est sûr d'y rester. Ce ne sont pas mes emplâtres de feuilles mâchées et ma pommade qui le sauveront. Il nous faut des médicaments du Capitole pour lutter contre cette infection. Je n'imagine même pas le coût astronomique d'un tel remède. Si Emich regroupait les donations de tous nos sponsors, y aurait-il assez ? J'en doute. Le prix des cadeaux augmente au fur et à mesure des jeux. Ceux qui vous payaient un repas le premier jour ne vous assurent plus qu'un biscuit au 12e. Et les médicaments dont Pita aurait besoin coûtent une fortune depuis le début. Eh bien, la plaie a encore ronflé, mais au moins le pus est parti, dis-je d'une voix mal assurée. Je sais que c'est un empoisonnement du sang, Katniss, rétorque Pita. Même si ma mère n'est pas guérisseuse. Merci pour le follow, Babouche, tout à l'heure. Je t'ai pas remercié. Et non, je peux pas recommencer depuis le début. Mais t'as les épisodes sur YouTube, !YT, si jamais ça t'intéresse.
Il suffit que tu tiennes plus longtemps que les autres, Pita. On te soignera au Capitole après notre victoire. Oui, c'est un bon plan, reconnaît-il. Tu devrais aller dormir, Eiling. Mais je vois bien qu'il n'y croit pas. Il faut que tu manges, que tu reprennes des forces. Je vais te préparer une soupe. N'allume pas de feu, dit-il. Ça n'en vaut pas la peine. On verra. En emportant le pot jusqu'au ruisseau, je suis frappée de voir à quel point le soleil tape dur. Je soupçonne les juges d'augmenter progressivement la température dans la journée pour mieux la diminuer pendant la nuit. La chaleur des pierres cuites au soleil à côté du ruisseau me donne une idée pourtant. Je vais peut-être pouvoir me passer de feu. Je remplis le pot à moitié et m'installe sur une grande roche plate à mi-chemin entre le ruisseau et la grotte. Après avoir purifié l'eau, je la laisse en plein soleil en plaçant sous le pot plusieurs cailloux brûlants, gros comme des œufs. Je ne suis pas une excellente cuisinière, et je suis la première à l'admettre, mais puisque préparer une soupe se résume plus ou moins à jeter les ingrédients dans l'eau et à attendre, c'est l'un des plats que je réussis le mieux. Je coupe des lanières de grosses lignes jusqu'à en faire de la charpie. J'écrase quelques-unes des racines de roux. Heureusement, tout est déjà rôti et il ne me reste plus qu'à le réchauffer. Entre la chaleur du soleil et celle des pierres, l'eau est presque tiède. Je verse la viande et les racines, je change les pierres et je pars cueillir quelques herbes pour donner du goût. Je déniche bientôt une touffe de ciboulettes au pied d'un gros rocher. Parfait. Je hache les brins très fins, je les mets dans le pot, change les pierres une dernière fois, puis je referme le couvercle et laisse mijoter le tout. J'ai vu peu de traces de gibier dans les parages, mais comme je ne veux pas abandonner Pita pour aller chasser, je tends une demi-douzaine de collets en priant pour avoir un coup de chance. Je me demande où en sont les autres tribus. Comment ils s'en sortent à présent que leur principale source d'approvisionnement s'est volatilisée. Au moins 3 d'entre eux, Cato, Clove et la renarde, en dépendaient. Mais sans doute pas Trèche. J'ai le sentiment qu'il doit partager une partie des connaissances de Roux en matière de plantes comestibles. Sont-ils en train de s'affronter, de nous chercher ? Peut-être que l'un d'eux a retrouvé nos traces et n'attend plus que le moment idéal pour passer à l'attaque. Cette idée me fait regagner la grotte. Pita s'est étendu sur le sac de couchage, à l'ombre des rochers. Son visage a beau s'éclairer en me voyant, je devine qu'il ne se sent pas bien. Je pose des bandes humides sur son front, mais elle se réchauffe immédiatement au contact de sa peau. Non, c'est pas de la vodka, c'est de l'eau. Impossible de lire un livre si tu bois de la vodka. Tu veux quelque chose ? Je lui demande. Non, merci. Attends, si. Raconte-moi une histoire. Une histoire ? Quel genre d'histoire ? Je ne suis pas très douée pour les histoires, pas plus que pour le chant. Même si, de temps à autre, Prime réussit à m'en arracher une. Quelque chose de beau. Parle-moi de la meilleure journée dont tu te souviens, répond Pita. Je lâche un soupir d'exaspération. Une belle histoire ? Voilà qui va me demander beaucoup plus d'efforts que la soupe. Je fouille dans ma mémoire à la recherche de bons souvenirs. La plupart d'entre eux ont trait à Gale et à nos parties de chasse. Et je ne crois pas qu'il plairait à Pita et au public. Ce qui me laisse Prime. Je t'ai raconté comment je me suis procuré la chèvre de Prime ? Pita fait non de la tête et me regarde avec impatience. Alors je me lance, mais prudemment, parce que mes paroles seront retransmises à travers tout Panem. Merci. Ped.
Pour le follow, je sais pas pourquoi j'ai pas mes alertes. Mais c'est trop bizarre. Mes événements sont pas rattachés. Bon, je verrai ça après après la lecture. Tu peux parler bien, Riyad, s'il te plaît? Wesh. Et même si l'on a sans doute compris que je m'abandonnais au braconnage, je ne veux pas attirer d'ennui à Gale, à Saint-Boui-Boui, à la bouchère, ni même aux pacificateurs que j'ai comme clients, en proclamant publiquement qu'ils enfreignent la loi eux aussi. Vous pouvez le demander gentiment en fait. Il n'y a pas de souci que vous me disiez. Ah ok. Le chômeur, il y a des gens à panne. Voici comment j'ai vraiment obtenu l'argent pour Lady, la chèvre de Prime. C'était un vendredi soir, fin mai, la veille de l'anniversaire de Prime. Dès la fin de l'école, Gale et moi avons filé de la forêt, parce que je voulais rapporter suffisamment de gibier pour acheter un cadeau à ma petite sœur. Peut-être une pièce de tissu pour une robe neuve ou une brosse à cheveux. Nos collets avaient bien fonctionné et nous avons ramassé pas mal de plantes, mais rien de plus que notre récolte habituelle du vendredi soir. Merci. Phil, je t'appelle Phil, ça te va? J'étais déçue en reprenant le chemin du retour, même si Gale me disait que nous aurions plus de chance le lendemain. On se reposait au bord d'un torrent quand on l'a vu. Un jeune daim, probablement de l'année, d'après sa taille, ses bois sortaient à peine, tout petit et recouvert de velours. Peu habitué aux hommes, il s'est figé sur place, hésitant à détaler. Il était magnifique. Il l'a été un peu moins quand nos deux flèches l'ont touché, l'une dans le cou et l'autre au niveau du poitrail. Gale et moi avons tiré au même moment. Le daim s'était lancé, mais il a trébuché et Gale lui a tranché la gorge avant qu'il comprenne ce qui lui arrivait. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en voyant cette créature si tendre, si innocente. Oh, les gens ils me fatiguent. Et puis mon estomac s'est mis à gronder à l'idée de toute cette viande. Un daim. Gale et moi n'en avons abattu que 3 en tout au cours de nos expéditions. Bonne nuit, Gogui. Le premier, une femelle qui s'était blessée à la patte, ne nous avait pas rapporté grand-chose. Au moins l'expérience nous a-t-elle appris à ne pas rapporter la carcasse directement à la plaque. Ça fait un sacré raffut. Tout le monde en voulait un morceau et certains ont même commencé à s'en découper des quartiers. Saïboui est intervenu et nous a envoyés chez la bouchère avec notre daim, mais l'animal était en triste état, tailladé par endroits, le cuir lardé de trous. Même si tout le monde nous a payé, sa valeur avait singulièrement diminué. Cette fois-ci, nous avons attendu qu'il fasse nuit pour nous glisser sous le grillage, à proximité de la maison de la bouchère. On a beau être des braconniers notoires, ça n'aurait pas été très malin de se promener en plein jour dans les rues du district 12 avec un daim de 70 kilos sur les épaules. La bouchère, une petite femme trapue prénommée Rouba, est venue nous ouvrir la porte de derrière. On ne marchande pas avec Rouba. Elle fixe son prix, toujours raisonnable, et c'est à prendre ou à laisser. Nous avons accepté son offre et elle nous a promis 2 steaks de vendaison en plus quand elle aura... Nous avons accepté son offre et elle nous a promis 2 steaks de vendaison en plus quand elle aurait débité la carcasse. El famoso Rouba. Je sais pas, c'est la première fois qu'on parle de Rouba dans cette histoire. Même après le partage, Gale et moi n'avions jamais eu autant d'argent entre les mains. Nous avons décidé de garder le secret jusqu'au lendemain soir pour faire une surprise à nos familles. Oui, t'as raté 2 bannes.
Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. Je me suis dit que t'étais occupée. Je les ai bas de moi, du coup. Voilà comment je me suis procuré l'argent de la chèvre, mais je raconte à Pita que je l'ai revendu, que j'ai revendu un vieux bijou en argent qui appartenait à ma mère. Ça ne peut nuire à personne. Et je reprends le récit à partir de l'après-midi du lendemain, le jour de l'anniversaire de Prime. Qu'est-ce que ça donne le chômeur, le montage alors? Je sais pas pourquoi j'ai pas mes alertes, c'est trop bizarre. Bref. Ok, ça marche le chômeur. Gail et moi étions allés au marché sur la place où je pensais acheter à ma petite sœur de quoi faire une robe. Je palpais une étoffe épaisse en coton bleu quand quelque chose a attiré mon regard. Il y a un vieil homme qui possède un petit troupeau de chèvres de l'autre côté de la veine. Je ne connaissais pas son nom. On l'appelle simplement l'homme chèvre. Il a des doigts gonflés, horriblement tordus, avec avec la vilaine toux de ceux qui ont passé des années dans les mines. Mais il a de la chance. Il a réussi à économiser de quoi s'acheter ses chèvres et maintenant, ça lui permet de s'occuper de ses vieux jours, au lieu de mourir de faim à petit feu. Bonsoir, les Tao officiels. L'Esta. Lesta. Comment tu vas? Il est crasseux, bougon, mais ses chèvres sont saines et produisent un lait délicieux, si on a les moyens de se l'offrir. Lesta, ouais, pardon. L'une d'entre elles, blanche avec des taches noires, était couchée sur une charrette. Il n'était pas difficile de voir pourquoi. Elle avait l'épaule lacérée, probablement par une morsure de chien, et infectée. Ce n'était pas joli à voir. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de voyelles dans ton pseudo, c'est pour ça. L'homme chèvre devait l'immobiliser pour le traire. Mais je connaissais quelqu'un qui pouvait peut-être la soigner. Merci Lesta. Je suis désolée, j'ai pas mes alertes. Pourtant, j'adore mes alertes, elles sont géniales. Mais je sais pas pourquoi mon Streamlabs bug. Donc, je, je te ferai une alerte après ma lecture. Je lis Hunger Games. Le premier. Ouais, bah c'est un souci Streamlabs, mais je me fais chier à faire des alertes et puis il me les met pas, ça me saoule, tu vois. El famoso homme chèvre. El famoso. Hmm. Gail, ai-je dit, je veux cette chèvre pour prime. Posséder une chèvre laitière peut vous changer la vie pour le district 12. Peut-être tu m'entends doucement, ouais, parce que Voilà, j'ai augmenté un peu le son. Je peux pas mettre plus fort. Mais effectivement, c'est pour s'endormir que je lis. Donc je parle pas très fort. Ces bêtes se nourrissent pratiquement toutes seules. Il leur suffit de brouter dans le pré et elles fournissent jusqu'à 4 litres de lait par jour. Du lait qu'on peut boire, transformer en fromage et revendre. Ce n'est même pas illégal. Elle a l'air mal en point, a répondu Gail. On ferait mieux de l'examiner de plus près. Nous nous sommes achetés un bol de lait pour nous deux et nous avons contemplé la chèvre d'un air vaguement curieux. Fichez-lui la paix, dit l'homme. On ne fait que la regarder, a protesté Gail. Eh bien, faites vite, la bouchère doit passer l'emporter. Personne ne veut plus m'acheter de son lait, ou alors elle m'en donne la moitié du prix seulement. Combien vous en offre la bouchère ai-je demandé. L'autre a haussé les épaules. Oh, vous allez le savoir tout de suite. Je me suis retournée et j'ai vu Rouba traverser la place dans notre direction. Si j'étais une chèvre, j'aimerais m'appeler comment? Oh, je sais pas. Bonne question.
Biquette. Parce que c'est rigolo d'appeler les... C'est rigolo d'appeler les animaux par leur nom de... Comme les enfants, ils les appellent. Genre les vaches, j'aime bien les appeler les meux. Jean Castex. Très bon nom. Et toi, Saïl Kyo, tu t'appellerais comment la fameuse chèvrefeuille. Talomts. Jean-Claude Duss. J'aimerais bien. Putain, ce que vous êtes con. Une chance que vous arriviez, lui a lancé l'homme chèvre. Cette jeune fille lorgne sur votre chèvre. Pas si elle est déjà vendue, ai-je dit sur un ton désinvolte. Rouba m'a regardé de haut en bas avant de froncer les sourcils devant la chèvre. Vendue ? Sûrement pas. Regardez-moi cette épaule. Je parie que la moitié de la carcasse sera trop abîmée pour en faire de la chair à saucisse. Quoi ? S'est écrié l'homme chèvre. On s'était mis d'accord. D'accord pour une bête avec 2 traces de crocs, pas pour cette chose. Vous n'avez qu'à la vendre à cette jeune fille si elle est bien assez bête pour en vouloir, a dit Rouba. En s'éloignant à grands pas, elle m'a glissé un coup d'œil. L'homme chèvre était si furieux, mais il voulait toujours s'en débarrasser. Il nous a fallu une demi-heure pour tomber d'accord sur un prix. Un petit attroupement s'est formé autour de nous pour nous faire part de son opinion. C'était une excellente affaire si la bête s'en sortait. Si je me ferais voler si elle mourait. Les avis étaient partagés. Je finis par repartir avec la chèvre. Salut Madrif, c'est vrai tu t'es endormi? Bah en même temps on a fini grave tard hier. Tu t'auto-bannes? Oh non, c'est dommage. T'inquiète, ça va pas durer 600 secondes, je te débannerai après. Gail m'a proposé de la porter. Je crois qu'il tenait à voir l'expression de Prime quand elle la découvrirait. Par pure frivolité, j'ai acheté un ruban rose que j'ai noué autour du cou de la chèvre. Et puis on s'est dépêché de rentrer. La réaction de Prime, quand nous avons débarqué avec cette chèvre, elle qui avait déjà pleuré pour sauver ce vieux matou affreux Buttercup, elle était si excitée qu'elle en pleurait et riait à la fois. Ma mère était moins enthousiaste à cause de sa blessure, mais elles se sont mises à l'ouvrage toutes les deux en préparant des herbes et des breuvages qui guérissent. Comme avec toi et moi, en somme, dit Pita. J'avais presque oublié sa présence. Oh non, Pita. Elles font des miracles. Cette pauvre bête n'aurait pas pu crever, même si elle l'avait voulu. Je me mords la langue en réalisant ce que je suis en train de dire à Pita, qui agonise entre mes mains incompétentes. Johnny Brasco, non. Attends, parce que t'as pas écrit Johnny. Tu peux écrire un message de Johnny, s'il te plaît? Je suis en train de lire la biographie de Lovecraft. Ah, je connais pas. C'est pas Hunger Games, c'est l'autobiographie de Jean Lassalle. Avec les chèvres, tu dis. Ne t'en fais pas, je n'ai aucune envie, plaisante-t-il. Finis ton histoire. Bien, c'est à peu près tout. Je me souviens seulement que cette nuit-là, Prime a insisté pour dormir avec Lady sur une couverture près du feu. Brigitte Labique. Trop drôle. Tu connais pas Lovecraft, le célèbre auteur de Mythe de Cthulhu? Ah mais oui, si. Blasphème, saveur citron, là je suis outrée. Si, ça me dit quelque chose. Et que, juste avant qu'elle s'endorme, la chèvre lui a léché la joue, comme pour lui souhaiter bonne nuit. Elles s'adoraient déjà toutes les deux. Avait-elle encore son ruban rose demande-t-il.
Je crois, pourquoi ? Pour me représenter la scène, dit-il d'un air rêveur. Je vois ce qui t'a plu dans cette journée. J'ai tout de suite su que cette chèvre serait une mine d'or. Oui, bien sûr, c'est à peu près ça que je faisais allusion, répond-il sèchement. Et pas à l'immense joie que tu t'es faite à ta petite sœur, celle que tu aimes au point de la remplacer pendant la moisson. La chèvre nous a apporté plus que ce qu'elle m'a coûté, et largement, dis-je sur un ton supérieur. Oh, c'était la moindre des choses, tu lui as sauvé la vie. J'ai l'intention de te faire pareil. Vraiment ? Rappelle-moi ce que tu m'as coûté déjà ? Un tas d'embêtements. Ne t'en fais pas. Je te revaudrai ça au temple. Au centuple, pardon. Je t'en revaudrai ça au centuple. Non, Timmy. Le livre, c'est Hunger Games. L'histoire de la chèvre, la fameuse. Tu dis n'importe quoi. Je teste son front. La fièvre continue de grimper. On dirait que ça va un peu mieux quand même. La sonnerie des trompettes me fait sursauter. Je rampe sur le seuil de la grotte pour ne pas rater une seule syllabe. C'est mon nouveau meilleur ami, Claudius Templesmith. Comme je m'y attendais, il nous invite à faire un festin. Bon, nous ne sommes pas affamés à ce point-là, et je balais déjà sa proposition d'un revers de main quand il déclare. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Certains sont peut-être déjà en train de décliner mon invitation. Le livre est à peu près comme le film, en vrai. Mais il ne s'agit pas d'un festin ordinaire. Chacun d'entre vous a désespérément besoin de quelque chose. J'ai désespérément besoin de quelque chose, d'un truc pour soigner la jambe de Pita. Chacun de vous trouvera cette chose dans un sac à dos frappé au numéro de son district, à la corne d'abondance, à l'aube. Réfléchissez bien avant de refuser. Pour certains, cela pourrait représenter votre dernière chance, dit Claudius. Puis il se tait. Ces mots résonnent encore à mon oreille. Je m'apprête à me lever quand Pita me retient par l'épaule. Non, dit-il, pas question que tu risques ta vie pour moi. Qui a dit que c'était mon intention ? Donc tu ne vas pas y aller ? Bien sûr que je ne vais pas y aller. Fais-moi un peu confiance. Tu crois que j'irai me jeter tête baissée dans la mêlée, au milieu de cateaux, de cloves et de trèches ? Ne sois pas ridicule, dis-je en l'aidant à se rallonger. Je vais les laisser s'entretuer, on verra bien demain soir qui est mort et on improvisera à partir de là. C'est vrai, Lesta. Moi j'ai bien aimé les films. Bon, après le premier il est un peu cucul à praline, c'est vrai. Mais j'aime bien quand même aimer. Merci Zorienne Nadro pour le follow. Désolée, j'ai pas mes alertes. Je sais pas pourquoi Streamlabs a décidé de me faire chier. Donc je vous lancerai des alertes tout à l'heure pour m'excuser. À un moment dans les films, la chèvre gagne les Hunger Games et se marie avec Pita. Hunger Games selon Haro. Quelle foutue menteuse tu fais, Katniss. Je me demande comment tu as survécu aussi longtemps. Ils se mettent à m'intimider. J'ai tout de suite su que cette chèvre serait une mine d'or. On dirait que ça va un peu mieux quand même. Bien sûr que je ne vais pas y aller. Il secoue la tête. N'essaie jamais de jouer aux cartes. Tu y laisserais ta chemise. Je rougis de colère. Oui, je vais aller à ce festin. Essaye de m'en empêcher pour voir. Je peux toujours te suivre, à moins qu'à mi-chemin, je n'attendrai peut-être pas la corne d'abondance. Mais si je crie ton nom assez fort, quelqu'un finira bien par me trouver. Et à ce moment-là, je cesserai d'être un fardeau. Ma cam bug. Comme d'habitude. Sacrée chèvre. Une chèvre qui joue aux cartes et qui porte des chemises. Tu ne feras pas 100 mètres sur cette jambe. Je ramperai, insiste Pita. Si tu y vas, je viens aussi. Il est assez têtu pour ça, et peut-être assez solide également, pour me suivre à travers bois en gueulant.
Quand bien même aucun tribut ne l'entendrait, il risquerait d'attirer d'autres prédateurs. Il n'est pas en état de se défendre. Je serais probablement obligée de l'emmurer dans cette grotte, et il s'épuiserait à tenter d'en sortir. Que veux-tu que je fasse? Que je reste là tranquillement à te regarder mourir? Il sait que ça m'est impossible, que le public me haïrait. Franchement, je me haïrais moi-même si je faisais ça. Je ne mourrai pas, je te le promets, à condition que tu me promets de ne pas y aller, dit-il. Ouais, c'est mieux l'être ça. Non, attends, c'est censé être une battle royale, il y a 20 pages consacrées à une chèvre qui lèche des joues. Mais non, mais... L'histoire de la chèvre, c'est pour un petit peu ancrer le personnage de Katniss, pour montrer qu'elle est... La cam. Pour montrer qu'elle est pas sans cœur, quoi. Et oui, pour répondre à ta question, j'ai pas été très fan des Hunger Games. Moi, après, je comprends, hein. J'en étais où? Katniss, c'est Jennifer Lawrence? Oui, c'est ça, Timmy. Ouais, ma caméra, elle bug. Attendez, je vais la changer. Encore une fois, évidemment. Je suis désolée, hein. Je sais pas pourquoi ma cam, elle bug tout le temps. Vraiment, ça me fatigue. Ça va être tout noir. C'est une alerte, ça. D'ailleurs. La chèvre, c'est pas pour donner une image assez douce de la personnage principale qui ne l'est pas forcément. Exactement. Ouais, c'est ce que je disais. Ta gueule, pour il fera tout noir. Ça va faire tout noir, ta gueule. Voilà. Sachant qu'aucun argument ne le fera changer d'avis, je baisse les armes. Je feins de capituler, mais à contre-cœur. Dans ce cas, il va falloir m'obéir au doigt et à l'œil. Boire ton eau, me réveiller quand je te le dis, et avaler toute ta soupe jusqu'à la dernière goutte. D'accord. Elle est prête? Demande-t-il. Je vais voir. L'air s'est rafraîchi avant même la tombée de la nuit. J'avais raison à propos des juges et de la température. Je me demande si ces choses dont les autres ont désespérément besoin ne comprendraient pas une bonne couverture. La soupe est encore chaude dans son pot, et pas si mauvaise. Pita la mange sans rechigner et va jusqu'à racler le pot pour témoigner de son enthousiasme. Il me répète plusieurs fois qu'elle est délicieuse, ce qui serait flatteur si je ne savais pas l'effet que la fièvre peut avoir. J'ai l'impression d'entendre Emmich quand il a trop bu. J'administre à Pita une nouvelle dose de comprimé avant qu'il se mette à divaguer pour de bon. En descendant me laver dans le ruisseau, je n'arrête pas de me dire qu'il va mourir, que si je ne vais pas à ce festin. Il tiendra 1 ou 2 jours, puis l'infection remontera au cœur, aux poumons ou au cerveau et ce sera terminé pour lui. Je me retrouverai seule, encore une fois, pour attendre les autres. Bon. Perdue dans mes pensées, j'ai failli ne pas voir le parachute argenté qui descend pourtant juste sous mes yeux. Je bondis, la récupère dans le courant, déchire l'emballage et découvre un flacon. Et Mitch a réussi. Il s'est procuré le remède. J'ignore comment, peut-être en persuadant une bande d'imbéciles romantiques de vendre leurs bijoux. Et je vais pouvoir sauver Pita. Je trouve quand même le flacon très petit. Il doit s'agir d'un remède très puissant pour sauver quelqu'un d'aussi malade. Le doute m'envahit. Je débouche le flacon et je renifle le contenu. Son odeur douceâtre me ramène brutalement sur terre. Pour être sûre, j'en pose une goutte sur le bout de ma langue. Pas d'erreur.
C'est du sirop pour le sommeil. On en consomme beaucoup dans le district 12. Peu coûteux, ce médicament a tôt fait d'entraîner une accoutumance. Presque tout le monde en a goûté à un moment ou à un autre. Nous en avons une petite bouteille à la maison. Ma mère en donne à certains patients hystériques quand elle doit les recoudre, les calmer ou simplement pour les aider à passer la nuit sans trop souffrir. Il s'agit d'en prendre quelques gouttes. Un flacon de cette taille pourrait faire dormir Pita un jour entier. Mais où est l'intérêt ? Je suis tellement furieuse que je suis sur le point de jeter le dernier cadeau d'Emitch dans le ruisseau. Et puis je finis par comprendre. Un jour entier, c'est plus qu'il ne m'en faut. Oui, c'est de l'eau pour les nobles. Vendeur de tongs. C'est de l'eau vieille en fût de chêne. J'espère que c'est pas de l'eau de vie. Non, c'est de l'eau. Du robinet. 50 écus la bouteille. 50 francs. J'écrase une poignée de baies afin de masquer le goût et j'ajoute également quelques feuilles de menthe. Après quoi, je remonte à la grotte. Je te rapporte un dessert. J'ai trouvé des baies un peu plus loin en aval. Pita prend une première bouchée sans hésitation. Il l'avale puis fronce les sourcils. Elles sont drôlement sucrées. Oui, ce sont des baies de sucre. Ma mère en a fait des confitures. Tu n'en as jamais mangé ? dis-je en lui faisant avaler une deuxième bouchée. Non, avoue-t-il perplexe, mais le goût me dit quelque chose. Des baies de sucre ? De l'eau du robinet Orezza. Non mais c'est une bouteille que je remplis d'eau du robinet. On n'en voit pas beaucoup sur le marché parce qu'elles poussent uniquement à l'état sauvage. Il prend une autre bouchée, plus qu'une. C'est sucré comme du sirop, déclare-t-il en acceptant la dernière bouchée. Du sirop ? Il écarquille les yeux d'un air horrifié. Je plaque ma main sur sa bouche et son nez pour le forcer à avaler au lieu de recracher. Il essaye de se faire vomir, mais trop tard. Il est déjà en train de perdre conscience. Avant que ses paupières se referment, je lis dans ce regard que j'ai commis une faute impardonnable. Je m'assois sur les talons et le dévisage avec un mélange de tristesse et de satisfaction. J'essuie une petite tache de jus sur son menton. « Alors, Pita, je ne sais toujours pas mentir ?» dis-je, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. Ça n'a pas d'importance. Le reste de Panem m'entend très bien. Putain. Salkio, non. Et fin du chapitre.